Donc merci beaucoup. Le métabolisme avant d'aller déjeuner. Je me sens un peu imposteur parce que je ne fais pas partie du groupe de travail dépistage de la filière G2M, mais ça m'a beaucoup intéressé de préparer ce topo. Et Sylvie l'a fait parce qu'elle pensait peut-être une coordinatrice de filière, ce serait bien. Donc l'historique, on en a largement parlé ce matin. Juste les maladies héréditaires du métabolisme, ce sont des maladies par intoxication aiguë aux protéines au sucre. On a des traitements pour pratiquement toutes ces maladies. Ce sont des maladies énergétiques et beaucoup d'entre elles ont des traitements. Et ce sont des maladies des molécules complexes, comme des maladies lysosomales avec des thérapies innovantes, depuis longtemps d'ailleurs pour certaines enzymothérapies. Donc on a du traitement dans les MHM. Donc la phénylcétonurie, c'était la première maladie dépistée dans le monde, MHM, parce que quelqu'un avait montré, peut-être en Angleterre, qu'un traitement hypoprotidique stoppait l'épilepsie d'un enfant de 3 ans. Enfin, il gardait un retard psychomoteur, il n'avait pas été dépisté. Son frère à la naissance a été traité à la naissance et il y avait un intérêt. Et très vite, il se lance dans le dépistage. Et en France, vous l'avez dit, en 1972. Et ce dépistage a permis de sauver du retard psychomoteur 4000 patients, phénylcétonurie et ou hyperphée, en 50 ans de dépistage. Donc c'est bien le dépistage néonatal quand on a un traitement. Pour les autres MHM, la MSMS, Frédéric l'a dit tout à l'heure, a révolutionné le diagnostic. Et il y a eu des études pilotes en 1993, en 1998 et en 2007. L'ensemble des pays européens se met à faire du dépistage grâce à cette MSMS. Et beaucoup de pays ont beaucoup de maladies dépistées. Et grâce au PNMR, 3 notamment, il y a eu une accélération du dépistage en France avec le CNCDN, 17 CRDN et 17 laboratoires de biochimie. Donc, déficit en MCAD, septembre 2020. 1er septembre 2023, 7 autres maladies d'intoxication aiguë ou maladies énergétiques. Et depuis quelques jours, le déficit en VLCAD en maladies énergétiques. Il ne faut pas oublier le projet de recherche de Soumia Bekri et de Stéphanie Thor à Rouen sur des maladies lysosomales, actuellement en saisine à la HAS. Donc on a eu assez peu de temps pour se préparer en aval pour les 8 dernières autres maladies. Donc vous avez la cartographie de cet historique. En saisine, vous l'avez dit, biotinidase, j'avais compris galactosémie aussi, et périgénomède est là, et les 23 filières participent à la liste des gènes pour vos projets de recherche qui sont très jolis en génétique. C'est un travail collaboratif, je pense que tout le monde l'a compris dans la matinée. Alors les MHM, ce sont des biomarqueurs biochimiques, ce sont des valeurs absolues, plus ou moins des ratios pour éviter les faux positifs. Création d'algorithmes, beaucoup de travail en amont avec le CNCDN, les sociétés savantes de dépistage, de filières, ici c'est la SFEM, et dans la filière G2M, en concert, groupe de dépistage, groupe de travail clinico-biologique et groupe de travail PNDS. Donc tout le monde doit travailler, c'est beaucoup de réunions d'amont. Pour l'aval, il y a eu également la préparation des biologistes dans les services et des cliniciens, avec 10 boîtes à outils dépistage que vous pouvez trouver sur le site de la filière G2M, pratico-pratique, un arbre décisionnel avec le diagnostic différentiel, avec le délai de convocation pour telle ou telle autre maladie, en consultation ou en hospitalisation, le bilan spécialisé à faire, et vous allez voir que de temps en temps, il faut y penser, donc il faut bien relire quand on ne fait pas de dépistage tous les jours, ils arrivent tous les jours dans les services. Voilà, donc des documents pratico-pratiques qui sont amenés à évoluer, bien évidemment. La filière avait d'abord préparé, comme toutes les autres filières évidemment, des PNDS en choisissant, en privilégiant les maladies qui allaient être dépistées. Et puis également des ETP, dont l'ETP papier buvard, qui sert au dépistage mais qui va servir aussi au suivi de certaines maladies d'intoxication par la suite. Des protocoles d'urgence, puisque ces malades peuvent décompenser au moment de fièvre, et puis un protocole voyage, on peut attraper la gastroentérite dans certains pays. On a fait des PAI maladie par maladie, on n'a plus qu'à les imprimer en septembre avec les écoles, c'est extrêmement aidant, et les ALD 17 sont pratiquement prêtes, maladie par maladie. On va bientôt, j'espère, avoir un guide de l'annonce diagnostique, même s'il existe déjà dans les onglets des boîtes à outils dépistage, de faire attention à cet appel téléphonique, mais finalement, on n'est toujours pas homogénéisé alors qu'on a le dépistage depuis 1972. Je vais y revenir.
quels sont les résultats et les impacts? Les résultats, c'est d'abord 50 phénylcétonuries par an, 30 déficits en M4 par an, ce sont de loin les plus nombreuses. On les sauve d'un retard psychomoteur ou d'une mort subite. Et puis après, il y a eu 62 enfants, c'est une dia de Diane Dufour que je remercie, présentée à l'AG en mars dernier. 62 enfants, acidurie glutarique de type 1, la plus fréquente, après MK des phényls, vous allez voir pourquoi, et déficit primaire en carnitine, vous allez voir pourquoi. Et après, c'est beaucoup plus rare que mucoviscidose, drépanocytose, etc. Alors, beaucoup plus de diagnostics. On le savait déjà avec les autres pays d'Europe. On fait beaucoup plus de diagnostics de M4, x2, x3. On voit arriver des malades. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes modérées. Et on le savait déjà parce qu'il y a une variabilité intrafamiliale clinique. Quand on voyait un enfant arriver avec un déficit en M4 à la première gastroentérite, un frère de 8 ans ou de 15 ans avait le déficit en M4 et pourtant n'avait rien fait. Donc évidemment, on fait des diagnostics beaucoup plus à la naissance. Alors l'impact de l'annonce est plus compliqué à la naissance qu'un enfant de 15 ans qui n'a jamais rien fait, qui est né avec sa maladie génétique. Donc on lui donne un petit protocole d'urgence au cas où il soit opéré. Voilà. Donc on le savait. C'est exactement pareil pour les aciduries glutariques de type 1 et les déficits du transporteur de la carnitine. C'est pour ça qu'ils viennent en premier après phényl et MCAD. Il y a une variabilité intrafamiliale. Mais en vert, c'est des traitements préventifs. On peut être assez cool, j'espère, en consultation, parce qu'on ne sait pas lequel fera un accident ou pas. Donc évidemment qu'il faut les traiter tous. Moi, je crois qu'il ne faut pas regretter. On a des traitements dans ces MHM. Déficit en VLCAD, on va diagnostiquer non pas une hétérogénéité familiale, parce que c'est plutôt une homogénéité familiale, mais des formes de l'adulte, c'est-à-dire des rhabdomyolyses qui surviendront dans les 10 premières années de vie, ou à l'adolescence, ou à l'adulte. Bon, il y a un traitement, donc je l'ai mis en vert. En revanche, on a une difficulté de prédiction du phénotype, donc on fait du flux oxydation des acides gras avec nos collègues biochimistes à chaque dépisté. Pour l'AIV, c'est différent, il y a une mutation bénigne. Alors celle-ci, on ne les voyait pas, et là on les voit parce que ce sont des variants classe 5, ils excrètent quelque chose, donc on les voit en marqueur biochimique, mais ils ne feront jamais rien, il ne faut pas les trotter. On peut pratiquement dire que ce sont des faux positifs. On a aussi plus de diagnostics par des diagnostics d'apparenté, c'est ce que j'ai dit. En fait, 50% des diagnostics faits quand un nouveau-né arrive pour un transporteur de la carnitine, c'est la maman qui est atteinte. Elle est asymptomatique. Bon, petit protocole d'urgence pour pas qu'elle fasse son trouble du rythme. On n'est pas devin, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Et la G1, c'est pareil, il y a un peu moins de mamans dépistées. Donc, dans ce guide du dépistage, lisez-le bien, parce qu'on note qu'il faut faire un bilan maternel systématique. C'est peut-être la maman qui est atteinte. Plus de diagnostics également parce qu'il y a des données incidentes. Évidemment qu'avec un profil des acylcarnitines, on fait des diagnostics d'autres maladies. Mais comme elles sont traitables, on s'est posé la question au début, faut-il les traiter, pas les traiter? On sort du dépistage, on les traite parce qu'il y a du traitement. Ça peut prêter à discussion. Deuxième point, les symptômes avant le résultat du dépistage. Mariam, c'est une petite fille qui a été dépistée à J6, rendu de résultat à J6, donc c'est rapide. Elle est parfaite à l'arrivée pour une acidurie isovalérique. Elle va très bien, mais dans l'après-midi de l'hôpital de jour où on la réceptionne, elle commence à avoir une hyperammonémie, un peu de corps cétonique, elle se dégrade. Mais il n'empêche qu'on lui a gagné 24 heures ou 36 heures de coma si elle était rentrée à la naissance. Donc il ne faut surtout pas regretter. On lui a évité des séquelles neurologiques. Et ça a été la même chose pour une leucinose de Toulouse. Et je ne suis pas sûre d'être complètement exhaustif. Il faut être exhaustif pour la BNDMR. C'est très important. Troisième point, on est malade, mais ce sont des faux négatifs. Alors vous avez des causes préanalytiques que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Vous avez des causes environnementales, de perfusion, de J2, un peu tôt pour certaines maladies métaboliques, mais bien pour la SMA. Mais on a aussi des faux négatifs attendus liés à la maladie. Ce sont des faibles excréteurs. C'est le cas de l'acidurie glutarique de type 1 et des déficits en VLCAD. Et on a eu à Necker 2 cas d'enfants avec des résultats normaux à la naissance et qui ont fait leur syndrome de Legg à la première gastroentérite. Ce sont des variants particuliers qui n'évoquent pas une AG1, ils n'ont pas de macrocranie, l'IRM n'évoque pas du tout pour le neuropédiatre et le radiologue une AG1, c'est un Legg. Donc on le sait, c'est un raté par la biochimie. Enfin, les faux positifs, ô combien embêtants pour les services et pour les patients. Les hétérozygotes peuvent excréter un peu de marqueurs biochimiques, des nutritions parentérales, un antibiotique donné pour les infections urinaires de la femme enceinte pour l'AIV.
Donc la première question, c'est s'il y a cet antibiotique, on n'y croit pas trop. En arrivant, on est encore plus rassurant à la consultation. Donc il y a une surveillance des seuils, des RCP, avec tous les dépisteurs, biologistes, cliniciens. Les seuils ont été augmentés, pas pour toutes les maladies. Et après simulation, évidemment, de l'augmentation des seuils sur les diagnostics qui ont déjà été faits, pour ne pas rater un dépistage, on n'a pas le droit de rater un dépistage, et on a, heureusement, diminué le nombre de convoqués, puisqu'en 2023, à Necker, on a eu 203 convoqués, et en 2024, 119. Alors, le déficit en VL4, c'est la semaine dernière, c'était pas mal, hein, quelques convoqués. L'impact des faux positifs, syndrome de l'enfant vulnérable, angoisse au moment de la confirmation du diagnostic. Et ces patients, c'est publié, font beaucoup plus de consultations et d'hospitalisations que des patients qui n'ont pas été convoqués pour un dépistage. C'est la désorganisation d'un service clinico-biologique et peut-être économique, donc c'est bien de revoir les seuils de biochimie. Les refus sont très rares, vous l'avez dit ce matin. En revanche, ne pas venir à la convocation, c'est pas si rare. Il y en a eu au moins une dizaine à Necker, on a dû faire intervenir la PMI. On n'a pas le temps, on ne nous croit pas, etc. Enfin, je finirai par l'annonce diagnostique, parce qu'à G2M, on a une psychologue de l'équipe. L'annonce d'une maladie dépistée, en postpartum, c'est un moment très particulier. Le postpartum blues, il existe, fréquent. La dépression du postpartum, moins fréquent. La psychose puerpérale, encore moins fréquente, heureusement. Mais la première cause de mortalité de la maman dans la première année qui suit un accouchement, c'est le suicide. Donc, l'annonce d'une suspicion de maladie héréditaire à la naissance, ce n'est pas rien, c'est traumatisant. Le délai est très court, c'est par téléphone. Ces parents, effectivement, ont rarement un souvenir précis. Peut-être que maintenant, avec un consentement signé, ils vont s'en souvenir un peu plus, mais là, non. Donc, ça peut être traumatisant. Donc, Céline Ben-Simon, qui est dans le stand G2M, là-bas, psychologue, fait une étude prospective sur l'impact psychologique de cette annonce sur les parents, et puis ensuite pour nous aider à harmoniser, améliorer notre annonce diagnostique. Elle a interviewé 15 sages-femmes, présentation du dépistage en maternité avant l'accouchement, avant ces 48 heures où vraiment tout le monde est débordé, la maman et le couple est débordé de plein de choses, pour peut-être avoir un effet anticipateur sur cet appel et peut-être atténuer le choc pour les parents. Donc rôle des sages-femmes, vous l'avez déjà dit ce matin. 15 médecins chargés de l'annonce diagnostique ont été interviewés et les entretiens sont en cours d'analyse et 15 parents d'enfants dépistés ont été inclus. Les inclusions sont terminées et les entretiens, les questionnaires sont en cours d'analyse. Donc 2 leçons, période de rodage, vous l'avez largement dit, en amont, mais aussi en aval. Communication indispensable, dépisteurs, biologistes, cliniciens. Préparer les professionnels et les associations pour des patients qui sont particuliers, nouveaux, c'est des asymptomatiques. Pétale, dépistage BNDMR, évidemment qu'il faut le faire. Et puis il faudrait noter aussi, en tout cas ne serait-ce qu'en activité, les faux positifs. C'est une nouvelle activité, vous l'avez dit, j'insiste, en amont, mais aussi en aval, tant que clinicien, biologiste, psychologue. Nous n'avons pas de psychologue dans notre seul centre Île-de-France qui fait tout l'ensemble de toute maladie dépistée. On apprend encore l'histoire naturelle. Je finirai par une histoire de l'isonéo. Un enfant qui est dépisté avec tout pour un diagnostic de MPS1, activité enzymatique effondrée, des gags urinaires élevés, 2 variants classe 4 et classe 5 qui s'égrègent avec les parents. Une grande sœur a exactement le même tableau génotypique et elle est parfaitement asymptomatique, donc on a encore à apprendre, on ne sait pas tout. Et enfin, la biochimie permet le dépistage néonatal depuis longtemps, donc merci à la MSMS et avant pour la phénylcétonurie, délai de rendu rapide, et bien sûr qu'on fait le panel de gènes, hein, et on a mis certains gènes dans un panel rapide, donc évidemment qu'on fait les deux également. La chance des MHM, c'est d'avoir des tests fonctionnels, biochimiques, gardons ce savoir. Et la génétique, il y aura moins de faux positifs artefactuels, ça c'est sûr, mais il y a des variants bénins de classe 4 et 5 qui dépisteront des formes asymptomatiques, mais vous les connaîtrez, donc est-ce qu'ils seront rendus ou pas, j'en sais rien, mais ça sera des communications avec les équipes adéquates. Moins de faux négatifs, mais il y aura des VUS3 qui ne vont pas être dépistés, donc qui seront peut-être demain des classes 4 et des classes 5. Et la variabilité intrafamiliale, ce sera le même problème, mais on a un petit certificat de protocole, donc moi ça ne me dérange pas, on fait de la prévention. Voilà. Juste une petite note personnelle sur, on fait du dépistage de masse, on va y arriver, c'est bien. Alors attention, avec des maladies traitées, il faudra être très vigilant. Pourquoi pas une prévention de la consanguinité? Je ne sais pas quel pourcentage, on est en train de finir un travail sur la consanguinité. Ça favorise les maladies récessives autosomiques. Ce n'est pas du tout politique ce que je dis, je trouve que c'est assez basique. Je me permets ce petit commentaire. Et je vous remercie infiniment et toutes les équipes
de dépistage et de GDSM. Je me sens un peu un imposteur, mais j'ai posé des questions et en prenant des dias des uns et des autres. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Delaunay. On va voir s'il y a une intervention ou deux avant de vous libérer. En préparant votre intervention, vous m'avez dit, en fait, l'annonce, c'est vraiment important. L'annonce, 20 ans après, des parents se souviennent mot pour mot, quasiment, de ce qu'on leur a dit. Oui, une phénylcétonurie, on ne trouve pas ça très grave quand même. Et quand on a commencé à faire ce travail de prospective, d'annonce diagnostique, parce qu'on n'est toujours pas homogénéisé, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas fait ce travail avant, eh bien, la maman pleure, s'effondre, alors que l'enfant va très bien, la jeune fille va très bien, avec le mot pour mot, ce qu'a dit le médecin au téléphone. Et donc, il faudrait harmoniser ou en tout cas encadrer un peu ces annonces. Vous avez sûrement envie d'aller déjeuner, c'est bien normal. On avait prévu une photo de groupe. Je regarde les organisateurs. Il ne fait pas très beau ici au Croisic. Donc ça, et on a regardé la météo. C'est mieux cet après-midi. Donc voilà. Ce sera en fait, il fait toujours beau. Juste au début de la pause de cet après-midi. Voilà, Très important. Hein. On compte sur le soleil pour l'après-midi pour la photo de groupe. On se retrouve à 14h, vous qui êtes en visio et puis vous ici au Croisic. Et d'ici là, bon appétit. Voilà, merci à vous. Et on va fermer, oui, une info pratique.